Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on se penche sur le nouveau cadre d'usage pour l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il est sorti en juin 2025 après une assez large consultation. Oui, et c'était nécessaire, parce que ces IA, surtout les génératives, Celle qui crée du contenu, oui. exactement, elles sont partout, très faciles d'accès, souvent gratuites même. Et ça soulève pas mal de questions, notamment sur nos données personnelles. Qu'est-ce qu'on leur donne au juste? Tout à fait, et ça interroge aussi le rapport au savoir, la préparation des cours pour les enseignants, les devoirs à la maison, l'évaluation même. Mhm. Mais il faut voir aussi les opportunités pour aider les profs, ou même l'administration scolaire. Donc, si je comprends bien, ce cadre, son but, c'est de clarifier tout ça et de dire, en gros, oui à l'IA, mais attention avec des règles. C'est exactement ça. Autorisé, mais encadré. Alors, pour qu'on soit clair, de quelle IA on parle principalement? Vous mentionniez l'IA générative. Oui, celle qui va créer du texte, des images, du code. Et il y a aussi l'IA prédictive. Ah oui, celle qui classe, qui anticipe des choses. Voilà. Et on interagit avec elle via ce qu'on appelle des prompts, des sortes d'instructions. D'accord. Et un point important à comprendre, je pense, c'est leur fonctionnement. Ce n'est pas l'intelligence au sens humain. Elle tourne sur des probabilités statistiques. C'est-à-dire? Elle calcule le mot le plus probable pour suivre une séquence, sans vraiment saisir le sens profond. Pas de conscience, pas de compréhension réelle. Un peu comme un perroquet très sophistiqué, alors. Et c'est une bonne image, oui. Et ça n'a rien à voir avec les anciens systèmes experts basés sur des règles logiques. Eux ne sont pas vraiment concernés ici. D'accord. Et concrètement, dans l'éducation, qu'est-ce que ça peut apporter? Le potentiel semble assez large. Ah oui, les élèves, ils s'en servent déjà pour réviser, parfois pour approfondir un sujet. Mhm. Les enseignants peuvent y trouver des idées pour préparer des cours, créer des exercices peut-être plus adaptés. L'administration aussi, pour rédiger un brouillon, synthétiser un document. Donc l'école a un rôle à jouer pour apprendre à s'en servir correctement. Exactement. Mais il y a aussi des préoccupations, forcément. Oui, j'imagine. L'impact sur l'apprentissage, sur le développement de la pensée critique. C'est ça. Et puis toutes les questions éthiques, les biais possibles dans les réponses, les fameuses hallucinations où l'IA invente des informations. Ah oui, les fausses infos. Voilà, sans oublier la protection des données, le RGPD est très clair là-dessus, la propriété intellectuelle aussi, qui possède quoi? L'impact environnemental, on en parle peu, mais... Ah c'est énorme. Un simple prompt, ça consomme beaucoup d'énergie, d'eau, bien plus qu'une recherche web classique. Et puis l'aspect social, les travailleurs du clic, qui entraînent ces modèles. C'est vrai. Alors, ce cadre, justement, qu'est-ce qu'il dit face à tout ça? Il autorise, mais Mais il encadre, oui, avec des principes forts. Le respect des valeurs de l'école, évidemment. laïcité, égalité, tout ça? Oui, la responsabilité, l'IA est une assistante. Elle ne remplace pas l'humain qui reste maître à bord. La frugalité aussi. On l'utilise si c'est pertinent, pas systématiquement, et on essaye de privilégier le libre si possible. Et la transparence, j'imagine, dire quand on l'a utilisé. Exactement. C'est un des piliers, signaler l'usage de l'IA. Et sur les données, le RGPD, qu'est-ce qui est dit? C'est d'un point sensible, très sensible. Et le cadre est très ferme. Aucune, mais alors aucune, donnée personnelle ou confidentielle, nom d'élève, information privée, ne doit être entrée dans les IA grand public. C'est interdit. Donc on utilise quoi? Des données publiques? Uniquement les programmes scolaires, des ressources pédagogiques libres de droit, des textes publics, etc. Et interdiction formelle de demander aux élèves de créer un compte personnel sur ces plateformes. D'accord, c'est clair. Et en classe, ça se passe comment alors? Dès le primaire? Alors, sensibilisation, oui, dès le primaire, mais sans manipulation directe des IA génératives. C'est jugé trop tôt. D'accord. L'utilisation pédagogique encadrée par l'enseignant, ça commence plutôt à partir de la quatrième. Et il y a une formation prévue pour les élèves? Oui, ça devient même obligatoire sur la plateforme Pix, en quatrième, en seconde et en première année de CAP. Et les enseignants, eux? Ils peuvent s'en servir pour préparer leurs cours, Oui, bien sûr. pour chercher des idées, structurer une séquence, mais, et c'est crucial, toujours sous leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils doivent vérifier? Absolument. Vérifier, croiser les sources, corriger. L'IA peut se tromper, avoir des biais. Elle n'est qu'un outil d'aide. Parlons des devoirs. Le sujet qui fâche peut-être. Utiliser l'IA pour faire ses devoirs. Alors, le cadre est clair. Si c'est fait sans autorisation et surtout sans travail personnel d'appropriation, de réflexion critique, c'est considéré comme une fraude. Logique.
Du coup, on invite les établissements à adapter les devoirs. Peut-être moins de restitution pure, plus de raisonnement, d'analyse. Des choses où l'IA est moins pertinente seule. Et les détecteurs d'IA, on en entend parler, on les utilise. Justement, le cadre met en garde. Il dit que ces logiciels ne sont pas fiables à 100%. Ah bon? Oui, il y a un risque de faux positifs, d'accuser à tort un élève. Donc la recommandation, c'est de ne pas les utiliser pour sanctionner. Plutôt privilégier le dialogue. D'accord. Donc si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça. Vigilance sur les données, d'abord. Oui, vigilance absolue sur les données partagées, conscience de l'impact écologique aussi. Transparence sur l'usage. C'est ça. Et surtout, exercer son esprit critique en permanence. Toujours vérifier, nuancer, corriger ce que l'IA propose. Et côté pédagogie, Adapter les évaluations, introduire l'IA progressivement, ne pas se fier aveuglement au détecteur. Voilà les grandes lignes. très clair. Pour finir, peut-être une petite réflexion. Ce cadre, il cherche un équilibre, c'est évident, mais la question qui demeure, c'est comment s'assurer sur le long terme que ces outils restent bien des outils au service de l'humain, au service des apprentissages, sans finalement dénaturer ce qu'est l'éducation. C'est toute la question, en effet. Un défi constant. On suivra ça de près. Merci beaucoup pour cet éclairage. Rendez-vous au prochain épisode.